Donc, vous avez bien expliqué que le projet COEX avait pour ambition donc de revisiter la caractérisation de la gestion de la diversité à travers une mobilisation de diversité de disciplines et la manière aussi de s'impliquer directement ou indirectement dans les projets de recherche ou dans la gestion de la diversité cultivée elle-même à travers les banques de gènes. Vous avez parlé aussi des partenariats qui étaient en fait une dimension essentielle, centrale dans ce projet, puisqu'il a couvert une analyse sur 5 pays. Il a mobilisé des organisations paysannes du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de France, avec l'ambition donc de caractériser la diversité cultivée, quelles espèces, quelles variétés, comment circulent-elles en Afrique de l'Ouest, mais aussi l'inadéquation entre les cadres réglementaires et les pratiques à l'échelle locale. Aussi a été développée une approche pour dépasser, disons, l'écueil ressourciste qui peut être parfois le commun de l'approche sur les questions de biodiversité cultivée, pour passer à une approche relationnelle. Ça sera développé cet après-midi également. Et puis, enfin, cette approche multi-échelle, multiscalaire que vous avez bien expliqué, pour passer du multilocal au global, à travers une démarche de recherche à la fois compréhensive et extensive. Et en fait, finalement, moi, je note aussi cette ambition, cette volonté de donner une portée politique au local. Donc tout ça va nous être développé et présenté par Christian Leclerc, qui va vous proposer donc de présenter les résultats clés et le processus du projet COEX pour analyser la dynamique de la diversité cultivée en Afrique de l'Ouest. Donc Christian, je te laisse la parole. Je précise également que pendant cette session, je vous invite à interagir donc sur le chat et les questions-réponses, puisque à la suite de la présentation de Christian sera proposé un temps d'échange, de précision, d'approfondissement avec vos questions. Donc n'hésitez pas et bonne écoute. Merci Alexandre, bonjour à tous. C'est vraiment un honneur aujourd'hui de faire cette présentation qui s'intitule « Analyser la dynamique de la diversité cultivée en Afrique de l'Ouest » en insistant sur le processus qui a été mis en place pour acquérir les résultats clés qu'on va vous présenter. Donc, c'est un exposé à plusieurs voix, bien que je sois le seul devant. Évidemment, je souligne évidemment la participation d'Aziz Abdoul Aziz Saïdou, avec qui on a beaucoup collaboré pour une grande partie des résultats qu'on va présenter aujourd'hui et l'ensemble des personnes qui figurent à l'écran. Donc, les enjeux liés à l'agrobiodiversité, à sa description, à sa valorisation, sont des questions qui nous ont habités tout au long de ce projet. Et combien de fois pendant les COPIL, nous nous sommes demandé comment intégrer la dimension multi-échelle ou multiscalaire de la biodiversité cultivée. Ça a été rappelé par Mathieu. Le problème auquel on fait face, c'est que la diversité, c'est de la variabilité. Et en fonction de l'échelle à laquelle nous déployons nos efforts de caractérisation, la variabilité ne se partitionne pas de la même manière, ou les facteurs qui sont là en jeu ne sont pas les mêmes en fonction des échelles considérées. À chaque échelle, ces facteurs. On peut dire aussi à chaque échelle, ces acteurs. Et une question qui est revenue constamment aussi est celle de reconnaître que la biodiversité entretient des liens avec une multitude d'acteurs, et je mets bien la biodiversité cultivée comme sujet du verbe. Et la multitude d'acteurs qui, en fonction des échelles, sont ou paysans, ou juristes, ou politiciens, pour n'en citer que quelques-uns, pour illustrer seulement les multiples dimensions qui ont déjà été rappelées par Selim en introduction. Un des défis qui était le nôtre était celui de mettre en œuvre une approche qui se voulait multiscalaire et multi-acteur, avec l'objectif de ne pas seulement chercher un produit qu'on peut considérer comme centré sur des résultats, ce qu'on appelle les délivrables, mais aussi de mettre en place un processus, c'est-à-dire un processus qui prenne en compte le fait de ne pas chercher seulement un produit, mais chercher aussi une manière de le faire ensemble. Donc, ça a été rappelé aussi en introduction. Dit autrement, de ne pas chercher à créer un nouvel outil, mais de chercher aussi à outiller
ceux qui seront amenés à en faire usage. Donc, l'idée selon laquelle le produit est terminé, une fois le projet terminé, va tout à fait à l'encontre de l'esprit de ce projet qui est en grande partie un initiateur de relations et de processus entre des partenaires qui attendent, et nous compris évidemment dans ces partenaires, la reconduction d'une nouvelle initiative pour réactiver ces relations que nous avons appris à nouer dans le cadre de ce projet. Donc, l'objectif de cet exposé est double et deux objectifs complémentaires. Le premier, c'est de présenter une enquête qu'on a menée à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest dans les 4 pays, où on visait à caractériser la dynamique de la diversité des plantes cultivées à plusieurs échelles, donc des échelles spatiales, du Sénégal jusqu'au Niger, à des échelles temporelles dont nous parlerons peu, mais qui consistaient à comparer les générations. Et on visait à caractériser aussi les sources d'approvisionnement en semences, les types de semences et leurs usages. L'autre objectif complémentaire, c'est d'illustrer que ce type d'enquête est nécessairement incomplète parce qu'elle se déploie à de grandes échelles et que nos temps de compréhension des contextes locaux sont insuffisants pour les décrire. Et on profite de cette insuffisance pour faire des focales, des zooms sur les enquêtes qui ont été menées localement. On passera de la sous-région au village et on passera des espèces aux variétés et on passera des variétés aux lots de semences. Donc, à quelque niveau d'intégration qu'il s'agisse, qu'il soit sociologique ou qu'il soit biologique, nous sommes amenés à changer les échelles, à troubler notre appréhension de la diversité en faisant varier justement ces niveaux d'organisation pour mieux l'appréhender dans toutes ses dimensions. Donc, il y a 3 messages à retenir. Le premier, je pense, c'est le besoin d'un protocole commun pour mener à bien une enquête collaborative et harmonisée avec plusieurs partenaires sur 4 pays d'Afrique de l'Ouest. On peut dire que ce premier message, c'est en quelque sorte un bien commun dont tout groupe doit se doter, c'est-à-dire une manière commune de voir le monde et d'avoir l'ambition elle-même commune de l'interroger et de le renseigner. On parle des pratiques d'approvisionnement en semences, on parle des semences elles-mêmes, on parle des variétés. Vous pouvez très facilement vous imaginer tout l'intérêt des discussions et des échanges qu'on a eus autour de ces questions pour appréhender la diversité des pratiques à travers les 4 pays dont nous parlons. Le deuxième message, c'est de décrire la diversité cultivée, et c'est un message extrêmement central du projet COEX, décrire la diversité cultivée et la diversité des pratiques en lien avec la diversité des contextes. Donc, pourquoi cela? C'est qu'il a été, dès le départ, imaginé que la diversité des contextes dans lesquels les agriculteurs sont amenés à faire des choix sont autant d'expériences pour imaginer une diversité de solutions. Donc, l'idée sous-jacente, c'est que faisons confiance à l'expérience. Et s'intéresser à une diversité de contextes, c'est s'ouvrir la possibilité d'une diversité de solutions dont on pourrait profiter, soit dans d'autres contextes, soit à d'autres échelles. Mais en tout cas, l'idée était celle de privilégier la diversité des contextes et j'espère que l'exposé le soulignera bien. Donc, le troisième message, c'est celui d'un observatoire collaboratif de la diversité où les institutions, les organisations qui sont amenées à réaliser les enquêtes et la diversité des relations qu'elles entretiennent avec cette diversité sont elles-mêmes prises en compte dans l'enquête et dans l'observatoire. C'est-à-dire qu'il y a une démarche réflexive dans cette initiative et on pense que c'est une condition pour valoriser la diversité. C'est que lorsqu'on se voit dedans, et nos actions sont plus efficaces, mais sans même chercher à être efficaces. C'est seulement par les échanges que cela permet que une prise de conscience nouvelle sur les moyens d'action sont là rendus possibles par la mise en œuvre du projet. Donc, un protocole commun a procédé en 2 étapes. Une première étape a été ce qu'on a appelé l'atelier retour d'expérience, donc qui a regroupé différents projets
qui avaient eux-mêmes réalisé des inventaires par le passé. Donc, je pense au projet FFM, FFM2, Images, je vais toutes les citer. Je mentionne Plantadive, qui avait déjà procédé à des inventaires de diversité au pourtour du lac Tchad, ou Arcade SP3 au Kenya, ou Globe Africa au pourtour du lac Victoria, où chacun avait pris conscience de certaines difficultés et on a tiré leçon de ces expériences pendant un atelier d'une journée sur les inventaires des plantes, celles des variétés, des morphotypes nommés, et la difficulté qui était celle de décrire les sources d'approvisionnement et d'en décrire les usages. On se rappelle de cet atelier, on en sortait avec beaucoup une richesse d'expérience, mais avec des difficultés et pas si simples à surmonter que ça pour décrire les sources d'approvisionnement et les usages. La deuxième étape du protocole a été celle d'un atelier en co-construction avec les partenaires, organisations paysannes et organisations de recherche en Afrique de l'Ouest, qu'on a mené à Ouagadougou du 26 au 30 mars. Donc, à l'occasion, je souligne la participation du GRIL qui a organisé cet atelier, donc en lien avec l'Université de Ouagadougou. Donc, je salue Laurent au passage. Et on a été accueillis là, donc une vingtaine de personnes, pour penser un protocole commun sur 4 pays, où chacun y allait, de la spécificité évidemment des conditions de culture de son pays, et aussi des quiproquos qui voyaient le jour, ce faisant, sur les notions de variété, de sources d'approvisionnement. Et l'objectif était bien de clarifier les questions et de s'entendre sur un langage commun. Donc, je parlais de notre premier bien commun, c'est bien celui-là, de voir le monde en commun pour pouvoir le documenter. Donc, ça a été une expérience finalement absolument enrichissante, où pendant la moitié de la semaine, on a cherché à clarifier les objectifs et les moyens de les atteindre. Et pendant la deuxième moitié, on a expérimenté les protocoles. Donc, ce qu'on voit dans les images qui sont en focus group dans les villages, où on expérimentait aussi les entretiens individuels, donc ce sont les deux formes qu'on a utilisées pour collecter ces informations, avant de revenir en salle pour réajuster les protocoles, parce que lors de ces tests, entre guillemets, évidemment, il y a plein de quiproquos qui ont été mis en évidence. Donc, on a terminé cette semaine avec un protocole commun d'enquête et qui visait à caractériser l'approvisionnement en semences et les types de semences et leurs usages pour 32 espèces. 7 espèces focales ont retenu plus particulièrement notre attention, mais dont 3 partout là où elles se trouvaient, le sorgho, l'arachide et le niébé. 144 villages ont été visités pour y réaliser des focus group. Et dans chaque village, environ 2 entretiens individuels ont été menés, donc 285 agriculteurs interrogés. Et les villages choisis pour réaliser ces enquêtes n'ont pas été laissés libres aux équipes d'enquête. On parle de 8 équipes d'enquête et je les mentionne. Donc, il y a le CIRAS au Sénégal, on a l'AOPP au Mali, on a l'IER au Mali, on a l'Université de Ouagadougou, Burkina, on a la Fédération Moribène et la Fédération Fuma-Griska au Niger, qui étaient partie prenante de ces enquêtes. Et donc, 8 équipes simultanées sur cet espace, avec des distances moyennes d'environ 69 km, c'est très précis, parce que les villages ont été choisis par avance pour être équidistants. Donc, c'est une stratégie d'échantillonnage uniforme dans l'espace pour mener l'enquête. Et ce qu'il y avait donc de nouveau, c'est l'utilisation de tablettes et d'outils de collecte de données communs à tout le monde, ce qui permettait d'une saisie des données et d'un télétransfert de ces informations sur un site commun et qui permettait à toutes les équipes de voir où l'autre en était. Donc, au fur et à mesure que les enquêtes se réalisaient, les équipes des différents pays voyaient l'avancée des enquêtes pour arriver à cette image finale de 144 villages que vous voyez à l'écran. Donc, ce cadre a été l'occasion d'un renforcement de compétences avec des formations qui ont été associées à la réalisation de l'enquête elle-même. Donc, un projet de recherche en partenariat comme cadre de formation, ça a été souligné par Mathieu. Et je reviens seulement sur un témoignage qui est celui de Danfing Diarra au Mali, qui nous présente son point de vue. Bonjour à tous. Je suis Danfing Diarra, l'un des masters sur le projet COEX. Je suis au Mali, à l'Institut d'économie rurale, plus particulièrement au laboratoire sol aux plantes.
Le sujet de mon master était sur la distribution spatiale de la diversité des plantes cultivées et les pratiques d'approvisionnement en semences. J'ai effectué un cours ce jour à Montpellier, au CIRAT, plus particulièrement à l'UMR à Gap, pour un renforcement de capacité en analyse statistique. Vraiment, ces études m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis d'avoir un autre regard, d'avoir une autre manière de comprendre les choses. Je tiens à remercier tous les structures de recherche et toutes les organisations paysannes partenaires du projet. Merci et bon vent. Et j'espère que la formation ne va pas s'arrêter seulement au master. Merci, Danfi. Donc, l'atelier de protocole, donc on appelait à Ouagadougou, a privilégié une double approche comparative, celle qui consiste à comparer les facteurs sociopolitiques en comparant les pays entre eux, et celle qui consiste à comparer les facteurs écoclimatiques en supposant que la diversité cultivée ne serait pas la même en latitude en s'approchant des zones sahéliennes plus sèches. Donc, l'approche consiste à utiliser un clustering de la diversité. Donc, si on a un seul cluster sur l'ensemble de cette zone, on pourra conclure qu'il n'y a pas de variabilité dans l'ensemble des 4 pays et ni les facteurs sociopolitiques ni les facteurs écoclimatiques ne sont là agissants pour organiser la diversité. En revanche, si on a une structuration qui oppose le nord et le sud, ça laissera penser que les facteurs écoclimatiques ont un rôle important dans l'organisation de la diversité, en distinguant les espèces qui sont cultivées ou les pratiques qui sont mises en œuvre au nord, en latitude nord, par rapport à celles plus au sud. Si on a une organisation de ce type, les réponses et les inventaires, les plantes cultivées ne sont pas les mêmes en fonction des pays, ou les pratiques sont différentes en fonction des pays. Cela nous amènera à penser l'importance des facteurs sociopolitiques et l'appartenance des agriculteurs à des pays comme facteur à prendre en compte. On peut imaginer aussi ce pattern, c'est-à-dire qu'à la fois les facteurs écoclimatiques et les facteurs sociopolitiques soient agissants. Auquel cas, l'idée était de se doter d'un outil pour nous poser des questions, c'est-à-dire de mettre en évidence des facteurs latents qui sont là agissants et que le clustering ou des pratiques ou des plantes cultivées nous mettra en évidence. Donc, c'est l'émergence de nouvelles questions que cela rend possible, c'est l'identification de nouveaux facteurs, et ça fournit aussi des indications sur la portée des différentes pratiques, solutions expérimentées selon les différents contextes par les agriculteurs. Au sortir de l'enquête, on a poursuivi le processus collaboratif en rassemblant tout le monde, à Montpellier cette fois, pour un atelier résultat qu'on a appelé « Interprétation des résultats » en septembre 2019. Donc, les 20 mêmes personnes sont revenues du Niger, du Burkina, du Sénégal et du Mali, et 13 institutions donc, qui ont été représentées, organisations de recherche et organisations paysannes. L'objectif donc de poursuivre ce processus était de répondre à des questions qu'ils avaient eux-mêmes posées. Donc, la première étape a été, mais quelle question cette enquête a-t-elle suscité chez vous? Et l'objectif était d'en discuter des résultats. Et l'atelier a été organisé de cette manière, c'est qu'on avait ces 35 questions qui étaient remontées des partenaires en tant que questions prioritaires. Et lors de l'atelier, on a donné, donc chacun a reformulé sa question, ça a été mis en commun, et l'ensemble des questions et résultats a été étudié selon que le résultat paraissait douteux. L'idée était d'identifier les arguments critiques qui apparaissent généralement en discussion des papiers, d'identifier les résultats confortants, donc liés aux résultats coex, à d'autres faits connus par les partenaires, les résultats clés, mais en identifiant aussi l'enjeu et en quoi ce résultat est clé et pourquoi, et les résultats mal compris pour nous permettre d'expliciter, merci Alex, et mettre en place un langage commun sur l'interprétation des résultats. Donc, l'organisation de la diversité varie-t-elle en fonction des espèces? C'est une des questions qui a occupé
notre attention. Et ici, on représente donc les couleurs et les clusterings en fonction de 4 catégories qui sont indiquées en bas à droite. Donc, beaucoup de personnes et grandes surfaces cultivent cette espèce, donc on a représenté en bleu. Beaucoup de personnes sur des petites surfaces qu'on a représentées en vert. Peu de personnes sur des grandes surfaces qu'on représente en jaune. Et peu de personnes sur des petites surfaces qu'on représente en rouge. Donc, on a le gombo qu'on illustre là, où avec des contrastes assez importants entre toute la partie ouest de la zone d'étude, centre et est. Donc, on a un pattern différent pour le sorgho, où globalement, les gens cultivent, beaucoup de personnes des villages cultivent cette espèce, et sur de grandes surfaces. Donc, on se retrouve avec le maïs sur des contrastes qui sont plutôt du Niger, où on a peu de personnes sur des petites surfaces, alors que dans les autres pays, la culture du maïs serait réalisée ou prisée par beaucoup de personnes sur de grandes surfaces. Le Nébé, enfin, laisse apparaître une stratégie différente en fonction du sud et du nord, notamment sur la partie ouest, où on a beaucoup de personnes sur des petites surfaces au sud et beaucoup de personnes sur des grandes surfaces au nord, notamment du Sénégal et du Mali. Et le graphique que vous voyez en bas, où on a tous les points de couleur, en fait, c'est une analyse multivariée pour, s'il est besoin, vous montrer qu'il n'y a pas d'organisation générale de la diversité. On retrouve ni une organisation on ne retrouve pas du tout une organisation par pays, puisque chaque pays représente là une couleur différente, donc ou vert, ou jaune, ou vert, ou rouge dans le graphique que vous voyez en bas ici. Donc, ça laisse présager toute la diversité des pratiques qui sont là sous-jacentes et qui sont encore aujourd'hui mal connues. Donc, un seul chiffre ne peut pas résumer la diversité cultivée. Il y a 10 espèces en moyenne qui sont cultivées par village. C'est des données de focus group. Mais cette richesse varie en fonction de la latitude. On le voit dans le graphique de gauche. Elle varie aussi dans le graphique qui est juste à droite en bleu, donc les box plots, en fonction du nombre de langues parlées dans le village. Plus il y a de diversité linguistique et culturelle dans les villages, plus il y a d'espèces cultivées. Elle varie aussi en fonction de l'ancienneté des villages. Plus les villages sont anciens, plus ils cultivent d'espèces cultivées. Et elle varie aussi en fonction de la qualité de membres d'organisations paysannes. C'est le graphique de droite. Les personnes membres d'organisations paysannes cultivent plus d'espèces que les personnes qui ne sont pas membres d'organisations paysannes. Donc, les résultats nous amenaient naturellement à considérer la relation des hommes et des femmes entre eux, comme une clé pour comprendre la diversité, non pas seulement dans son interaction avec un environnement biotique, mais dans son interaction avec un environnement social, puisque le fait d'être membre d'une organisation paysanne favorise les échanges et favorise donc aussi probablement la diversité telle qu'on l'observe. Un seul chiffre ne peut pas résumer la diversité cultivée. Elle dépend en fonction des contextes, et on va aller au Burkina pour rejoindre Christine, qui est aussi présente dans la salle, donc où elle est liée là-bas à la diversité des sources d'approvisionnement. Je te laisse la parole, Christine. Notre étude à l'échelle locale de Burkina Faso vise à décrire l'organisation de la coexistence entre les variétés paysannes et celles issues de la recherche dans les exploitations familiales, de préciser auprès de quelles sources celles-ci s'approvisionnent en semences et analyser les conditions qui font varier cette coexistence. Pour cela, nous avons travaillé dans 2 contextes contrastés au Burkina Faso. La commune de Latoda, en zone sahélienne, à forte densité de population, où les politiques agricoles récentes ont soutenu la culture vivrière et les cultures de bas-fond, et les communes de Sapoui et de Kassou, en zone sahélo-soudanienne, présentées sur cette diapositive, où les faibles densités de population permettent l'installation de nouveaux migrants qui s'inscrivent dans la filière cotonnière et où l'on observe de nombreux producteurs semenciers, ce qui présage une utilisation plus grande de semences certifiées. Un inventaire des plantes cultivées a été fait sur la base d'un herbier auprès de focus group par village et des services de l'agriculture et a permis d'identifier et de tracer l'histoire de 27 espèces cultivées dans la commune de Sapoui. Une enquête plus précise auprès de 20 familles dans 2 villages, à Gallo en bordure de route et Petit Boro à une dizaine de kilomètres, a permis de suivre les sources de semences.
Nos résultats montrent que la diversité des plantes cultivées localement a beaucoup changé, mais qu'elle reste élevée. Nous montrons ainsi que l'échelle locale pour comprendre les évolutions de la diversité cultivée dépasse celle du village, car elle dépend de la diversité des sources d'approvisionnement en semences, donc de l'histoire locale du peuplement, donc de migration et relations de parenté, des relations au marché et à la ville, des liens avec les services de l'agriculture, de la présence d'organisations paysannes et de la proximité de producteurs semenciers qui fournissent des semences variées et augmentent la diversité cultivée localement. Merci. Ce qu'on voit, c'est qu'au départ, on pensait qu'en appréhendant la diversité à des échelles très larges sur 4 pays, on allait mettre en évidence une diversité de facteurs. Et on voit et on constate qu'à l'échelle locale, cette diversité est là, toujours également présente, en fonction là de la diversité des sources d'approvisionnement. Nous nous sommes demandé à l'échelle régionale, cette fois, comment identifier des facteurs qui auraient un effet propre. Donc, c'est vraiment la question du chercheur. Quel est l'effet propre? Et donc, c'est Aziz Saïdou qui a procédé par rééchantillonnage sur les 285 points d'enquête, on avait 36 facteurs possibles. Donc, il a procédé en rééchantillonnant les individus de 100 à 285, donc ce sont les villages, et les variables de 10 à 36 pour en faire une somme absolument importante d'équations pour vérifier laquelle mettait en évidence des effets propres de certains facteurs. Donc, la latitude a un effet propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur de confusion, il n'y a pas de confusion avec le nombre de personnes dans le village, il n'y a pas de confusion avec la température. C'est bel et bien la latitude qui, ça peut être, donc pour les facteurs considérés, la latitude a un effet propre. Le nombre de champs a un effet propre aussi, tout facteur de confusion contrôlé sur le nombre d'espèces cultivées. Donc, ce qu'on voit sur ces graphiques, qui sont donc croissants de gauche à droite, c'est que le premier box plot, c'est 100 personnes qui ont été interrogées, entre 100 et 150. Et on voit déjà qu'au-dessus du seuil de significativité, qui est la ligne rouge, le résultat est déjà significatif. Donc, on aurait pu limiter notre enquête à 100 personnes. Donc, on monte à 150 à 200, de 200 à 250, de 250 à 285. Évidemment, la significativité ne cesse de croître. Mais ce qui est important, c'est de savoir, déjà avec 100 personnes interrogées, tirées au hasard, ce résultat était déjà significatif. On a déjà un résultat significatif avec des banques céréalières dans l'environnement. Lorsqu'il y a des banques céréalières dans l'environnement des villages, ces villages cultivent plus d'espèces. C'est un effet propre. Et aussi la qualité de membres d'organisations paysannes. Après seulement 100 enquêtes, ce résultat était déjà significatif. Donc, le fait de les avoir poursuivis jusqu'à 285 ne faisait évidemment que confirmer l'effet de la qualité de membres d'une organisation paysanne sur la diversité cultivée. Un seul chiffre ne peut pas résumer la diversité des pratiques non plus. Donc, on a l'habitude de procéder par moyenne en regardant le taux d'autoproduction, le taux d'échange, le taux de marché. Donc, en fait, on a présenté les deux sur cette diapo. En haut, on a la position, donc on a la position moyenne, donc 41% d'autoproduction, 40% de marché. Et en bas, on a mis ce résultat, mais pour chaque espèce. Donc, vous êtes bien en mesure de voir que ces moyennes ont une très grande sont encadrées, ont une très grande variance, parce que cette variance est liée à la diversité des espèces qui sont cultivées. Donc, il n'y aurait pas de sens de parler d'un pourcentage comme celui-là, sans parler des espèces qui sont concernées, mais on irait plus loin, sans même parler de la région dans laquelle ces espèces sont cultivées aussi. Donc, on fait par là une mise en garde sur des statistiques moyennes comme celle-là, et on souligne une fois encore, s'il en est besoin, la diversité des pratiques qui sont constatées sur les 4 pays. Donc, on a procédé de la même manière en regroupant les pratiques en fonction qu'elles sont autoproduites, acquises par don ou échange, acquises par le biais de marché, ou par le biais des boutiques ou par le biais des ONG. On voit pour l'arachide une organisation sud-nord au Sénégal, où on privilégie les marchés, les boutiques au nord, et plutôt l'autoproduction au sud, alors que les pratiques sont privilégient assez largement l'autoproduction au Mali et au Burkina, et on retrouve les marchés et les boutiques du côté du Sénégal.
Pardon, du Niger, merci. Le pattern ou l'organisation qu'on voit des pratiques, la diversité des pratiques n'est pas du tout la même pour le Niébé. Donc, on a là, on privilégie les marchés, sauf au sud du Burkina, où il y a une autoproduction qui est privilégiée. Donc, on privilégie les marchés dans tout l'ouest et au Niger, alors qu'au Burkina, on a une autoproduction des semences. Sur les espèces comme le fonio, dont la distribution ne couvre pas toute l'aire d'enquête, on voit aussi un signal de recours au marché à l'approche des latitudes nord, un phénomène qu'on constate aussi pour le pearl millet et le sorgho, où les pratiques paraissent contrastées en fonction des conditions climatiques, en l'occurrence, parce qu'on s'approche des zones sahéliennes. Donc, c'est un résultat intéressant parce qu'on a toujours l'habitude de ramener le choix des sources d'approvisionnement à la seule motivation individuelle. En l'occurrence, ce sont des enquêtes qui sont menées de manière indépendante et les gens répondent tous la même chose. Donc, on est en droit de penser qu'il n'y a pas seulement la motivation qui est là individuelle, donc qui est là à l'œuvre, mais aussi des conditions environnementales qui amènent les agriculteurs à privilégier le marché dans ces zones-là ou l'autoproduction dans d'autres zones. Donc, un seul chiffre ne peut pas résumer la diversité des pratiques. C'est aussi vrai à l'échelle locale. Donc là, on va se retrouver au Sénégal avec Vanessa Zabiri, qui a coordonné les études qui ont été menées dans cette région. Donc, ce qu'on observe sur la base de nos résultats dans la zone de Niarar au Sénégal, c'est que la diversité des modes d'approvisionnement en semences permet aux ménages d'avoir accès à un large panel de variétés de différentes natures. Donc, ce qu'on peut observer, par exemple, sur ce graphique où le degré de gris représente en fait la fréquence des observations, c'est que certaines variétés sont associées à certains types de semences. Par exemple, on voit que le mil Tiosan, qui est une variété locale, est quasiment exclusivement obtenu par les ménages par héritage, tandis que le mil Suna 3, qui est issu de la recherche, est principalement obtenu auprès de coopératives. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement, cette diversité des modes d'approvisionnement qui permet aux ménages d'avoir accès à une diversité de variétés leur permet ainsi de remplir une diversité de fonctions qui sont essentielles pour leur fonctionnement. En effet, ce qu'on observe, c'est que les différentes variétés, pour chacune des espèces que nous avons étudiées, ont différentes fonctions. Donc, par exemple, pour le mil, on observe que la variété match à cycle long est particulièrement appréciée pour l'alimentation humaine, mais également pour la construction. Tandis que la variété Suna 3 va être plutôt appréciée pour ses propriétés agronomiques, notamment en termes de cycle ou de productivité. De ce fait, on remarque que la diversité des variétés permet donc aux ménages d'assurer un ensemble de fonctions qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Tous ces résultats sont complémentaires. Les échelles et les enquêtes qui ont été menées, soit à l'échelle régionale ou soit à l'échelle des villages, sont évidemment complémentaires et j'espère que le fait de faire des zooms comme ça le montre bien. C'est qu'on voit bien qu'à toutes les échelles, il y a une diversité de pratiques pour une diversité de raisons, soit de diversité de sources d'approvisionnement, soit de diversité de fonctions, telle que vient de l'illustrer Vanessa. L'Observatoire collaboratif, c'est aussi donc de prendre en compte les organisations paysannes et leurs actions. Et une partie des questions, et c'était là des options qui ont été privilégiées lors de l'atelier protocole, c'est le statut des variétés. Donc, on voit au niveau, donc j'ai pris les espèces les plus fréquentes, les variétés paysannes sont assez dominantes sur l'ensemble de l'enquête, avec une proportion assez importante, tout compte fait, de variétés issues de la recherche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une proportion non négligeable de réponses qui est « on ne sait pas ». Donc, cette idée selon laquelle les statuts des variétés sont une chose claire, sans ambiguïté, c'est plutôt pas le cas parce que c'est même pas clair, parfois, chez les agriculteurs eux-mêmes.
Donc, l'hypothèse qui était là sous-jacente était, donc je représente cette figure, donc Mathieu me faisait la remarque hier, on la comprend mal, et tout, je vais essayer de l'expliciter. En fait, ce qui est recherché dans cette figure, c'est justement qu'il n'y ait pas d'ordre. C'est qu'on voulait rendre compte par là de toute la diversité des expériences, sans toujours chercher à mettre en ordre ou les facteurs ou les raisons. Donc, c'est à la fois en lien avec la recherche, mais c'est aussi en lien avec les voisins, c'est aussi en lien avec les marchés. Ça peut être en lien avec le climat, ça peut être en lien avec un héritage. Et l'idée, c'était d'avoir un bar plot qui, enfin, nous donne toutes les possibilités en un coup d'œil. Donc, il faut le prendre comme ça. C'est issu d'une diversité d'expériences. Donc, sur ce point, il y a eu aussi tout un volet qui a été développé par Frédéric Jankowski, à qui je donne la parole maintenant, sur les typologies et l'attachement des agriculteurs, que les agriculteurs ont avec leurs semences. Dans le projet COEX, avec Adeline Barneau, nous avons mené une analyse sur les modalités de circulation et de coexistence de variétés de mil dites améliorées et de variétés de mil dites traditionnelles dans une région au Sénégal. Et les résultats de cette analyse sont venus conforter d'autres observations de terrain qui décrivaient des processus de requalification par les paysans de semences améliorées en semences paysannes, et cela en quelques années seulement. Et donc, ces observations eh bien, nous amenaient au constat que les catégories de semences améliorées, traditionnelles, ancestrales, etc., eh bien, n'étaient pas opératoires véritablement au vu des pratiques, des usages observés sur le terrain. Et cela nous a amené aussi, en tout cas, il nous a semblé nécessaire, un petit groupe de chercheurs du projet COEX, d'investir davantage la relation entre les semences et les agriculteurs. Et pour ce faire, nous avons mobilisé le concept d'attachement. Donc, en fait, nous avons défini les types d'attachement à la semence, c'est-à-dire les types de relations à la semence, mais il s'agissait également de définir la diversité des statuts associés à la semence, c'est-à-dire ce à quoi les agriculteurs attachent de la valeur au sujet des semences. Cette approche, il nous semble, est pertinente à plusieurs niveaux, puisqu'elle permet tout d'abord de nous départir des catégories prédéfinies, que je mentionnais tout à l'heure, améliorées, traditionnelles, etc. Elle permet aussi de réinvestir dans l'analyse la pluralité des statuts accordés à la semence, mais également la pluralité des systèmes de valeurs qui sont associés à cette semence. Puisque au-delà des valeurs instrumentales, les valeurs par exemple adaptatives ou encore les valeurs culturelles, on observe une coexistence de valeurs également relationnelles, affectives et morales, qui vont aussi fortement conditionner la manière dont les agriculteurs vont gérer, faire circuler les semences au sein de la communauté. Merci Frédéric. Donc je rassure Frédéric, c'est que la qualité du son est meilleure sur le Zoom qu'elle l'est en salle. Ici, c'est deux circuits différents. Donc pour conclure, les défis d'un observatoire collaboratif de la diversité sont multiples. C'est qu'à différentes échelles, les facteurs sociaux, politiques, écologiques, institutionnels qui influencent la diversité des pratiques diversité diffèrent, mais on voit aussi, ça souligne tout simplement le besoin d'une approche multiscalaire de la diversité. Valoriser les organisations, les initiatives, les programmes qui, par leurs actions, contribuent à favoriser la diversité cultivée paraît essentiel. C'est très bien montré par le statut des agriculteurs membres d'organisations paysannes. Et ça souligne le besoin d'une approche multi-acteurs que je vais détailler juste un petit peu pour conclure. Donc, l'autre enjeu et le défi, c'est d'assurer la pérennité d'une initiative comme celle-là, en reconnaissant l'importance des processus qui répondent à des besoins des partenaires, en valorisant la formation pour gagner en autonomie. Au départ de ce projet, lorsqu'on a approché autant les partenaires issus de la recherche que les organisations paysannes, plusieurs souhaitaient disposer de cartes à la fin du projet. Et la question qui nous était posée au cours de ces derniers 6 mois, c'est quelles cartes on fait? Donc, étant donné la grande variabilité des facteurs et le partitionnement de la variabilité qui est complètement dépendant des échelles considérées et des acteurs considérés, on a décidé de proposer un atlas numérique qui permet aux partenaires
de sélectionner eux-mêmes leurs facteurs d'intérêt et leurs échelles d'intérêt. Donc, je vais terminer cette présentation en demandant à la régie là-haut de basculer sur l'autre écran, l'autre ordi, pour vous présenter en 2 minutes cet atlas numérique. Non, c'est déjà actif. Ça clignote pas, hein? Merci. Donc, c'est une présentation qui a été faite dans les ateliers nationaux et qu'on présente ici pour, s'il en est besoin, montrer comment l'organisation de la diversité est très dépendante des échelles considérées, mais aussi dépendante des acteurs impliqués. Donc, c'est un outil multiscalaire, multi-acteur pour cela, avec une entrée et question, c'est-à-dire là, c'est quelle est la richesse de la spécifique cultivée. Et il y a plusieurs jeux de données associés, donc on va en explorer qu'un, étant donné l'objectif. Donc, on peut décocher certains pays et pour centrer son attention sur certains d'entre eux, et ce faisant, le partitionnement de la variabilité est refait, recalculé, pour voir le nombre d'espèces qui est cultivé sur la zone considérée. On peut aller jusqu'à un seul pays et voir se réorganiser une fois encore la variabilité ou le nombre d'espèces, en l'occurrence c'est la richesse spécifique, qui est réorganisée, ce qui permet aux uns et aux autres de voir comment s'organise la diversité aux différentes échelles considérées. Donc, l'autre aspect, c'est de faire varier des attributs individuels. C'est qu'on peut s'intéresser à la diversité en fonction de l'âge des personnes qui sont considérées et voir aussi comment, parce que c'est multi-acteurs, la biodiversité a diverses facettes. Et elle ne se présente pas de la même manière en fonction de l'âge des agriculteurs considérés. Il en va évidemment aussi pour le statut de membre ou pas d'organisation paysanne, et on voit que le partitionnement de la variabilité à l'échelle ouest-africaine ne se fait pas de la même manière en fonction que notre intérêt se porte sur les personnes membres d'organisations paysannes ou sur les personnes qui ne sont pas membres d'organisations paysannes. Donc, on peut poser des questions sur les sources d'approvisionnement aussi. Je ne m'étendrai pas. Et de la même manière, donc comme tout à l'heure, on peut appréhender plus finement, en fonction des échelles ou des statuts des personnes, appréhender la diversité cultivée. Un outil qui, on le souhaite, peut permettre aux organisations de répondre à des enjeux qui sont les leurs sur des informations qui couvrent leur zone d'intervention. On est parfaitement conscient que l'idée selon laquelle on ne peut pas dissocier produit et processus, outils et personnes outillées est un processus continuel et qu'on a tout un programme de formation à poursuivre et à mettre en place pour l'utilisation d'outils comme celui-là. Mais il arrive à la fin d'un processus et c'est comme si l'outil nous invitait à le poursuivre, ce processus, en privilégiant donc la formation et les discussions pour l'interprétation de ces résultats-là à partir d'un outil dynamique comme celui-là. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que l'on m'entend? Oui? Je ne suis pas sûr que je... Si, je pense que c'est bon. OK. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation qui a été vraiment très, très riche, très dense aussi, où tu nous as parlé donc de l'analyse de la biodiversité qui a été menée dans COEX
à travers la dualité entre le produit de science, mais aussi le processus de renforcement de capacité des acteurs qui en a été l'objet. Donc, tu nous as parlé d'une analyse spatiale et temporelle et d'illustrer finalement la complémentarité des échelles avec cet atlas numérique que tu nous présentes à la fin, qui est un outil dont on pourra reparler ensuite lors de la table ronde. 3 messages donc au niveau de l'enquête collaborative, la façon dont a été construite le protocole pour se doter d'une démarche, d'un vocabulaire, d'un engagement commun entre les acteurs engagés dans cette belle aventure. La diversité des contextes pour imaginer une diversité de solutions. Donc ça a été tout le travail de COEX de documenter cette diversité de contextes. Et encore une fois, l'atlas numérique, cet outil nous illustre bien comment on ne peut pas finalement résumer en un chiffre la diversité des pratiques. Et donc tous ces facteurs explicatifs que tu nous as introduits, avec la latitude, le nombre de langues, l'ancienneté des villages, l'appartenance à une organisation paysanne, des facteurs qui expliquent la diversité, la répartition du nombre d'espèces, des sources d'approvisionnement, la diversité des fonctions de la biodiversité cultivée, mais aussi la diversité des attachements et des valeurs associées aux semences. Tout ça voilà, fait le projet COEX, fait sa richesse et illustre parfaitement la diversité des approches scientifiques qui ont été proposées. Donc, je pense qu'il y a des questions, et peut-être même beaucoup, étant donné la richesse de cette présentation.